Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Eh bien, on a Mathieu Lacombe avec nous, ministre de la Culture. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Et je dois dire aussi député de Papineau, donc en Outaouais. Puis il y a tout un débat en Outaouais actuellement. Ça vous a porté, c'est évidemment sur les soins de santé. C'est le député fédéral du coin, Stephen McKinnon, qui a vraiment lancé un cri du cœur hier. Il a dénoncé la situation. Il a dit des gens vont mourir. Et vous avez réagi sur X en disant que c'était des propos irresponsables. Expliquez-nous un peu la nature de la controverse. J'ai réagi sur X, mais j'ai aussi lâché un coup de téléphone à mon collègue, M. McKinnon, qui est non seulement député de Gatineau pour le Parti libéral du Canada, mais qui est aussi leader du gouvernement. Donc, il a une fonction importante. Puis, c'est sûr que c'est difficile en ce moment, le réseau de la santé en Outaouais, parce qu'on a cette réalité qu'aucune autre région n'a, c'est-à-dire qu'on est collé sur la capitale du Canada, qui est très attractive, dont le réseau de la santé est très attractif, puis où les salaires sont meilleurs. Okay. On parle souvent des comparaisons entre l'Ontario et le Québec pour les salaires. Ouais. En santé, là, on a quand même une marche entre les deux. Donc, on est très actifs déjà. On a déjà mis en place des primes, mais ça s'ajoute, cet élément-là qui nous pose problème, ça s'ajoute aux problèmes qu'on vit dans toutes les autres régions du Québec aussi. Là. Donc, l'Outaouais n'est pas étranger à ce que vivent les autres régions québécoises. Donc, il y a comme une prime Outaouais. Il y a comme oui. Quand on travaille dans le monde de la santé en Outaouais. Oui, il y a une prime supplémentaire qui a été annoncée. Bon, il y a déjà des primes qui existaient, mais là, il y a une prime supplémentaire qui a été annoncée parce qu'imaginez, pour les technologues, par exemple, dans le réseau, la différence de salaire, elle est 30 000 entre un technologue à l'hôpital de Gatineau de Hull, puis entre un technologue à l'hôpital Montfort, par exemple, de l'autre côté à Ottawa, ou au campus civique de l'hôpital général d'Ottawa. Puis, pour donner peut-être... je sais que les gens qui nous écoutent sont des gens qui connaissent bien la politique, là, mais quand même, pour donner peut-être une idée aux gens qui connaissent moins la géographie de l'Outaouais, c'est 5 minutes de voiture. Oui, c'est ça. Une heure de route, là, on traverse le pont avec notre voiture. C'est comme passer de Pointe-aux-Trembles à Repentigny ou de Québec à Lévis. C'est aussi simple que ça. Donc, Okay. C'est sûr qu'il y a un risque pour nous de perdre notre personnel. Puis l'Ontario... Peut-être finir là-dessus, l'Ontario est très agressif dans son recrutement. Écoutez, il y a des infirmières québécoises qui me racontaient là, de vive voix que lorsqu'elles sortent dans les stationnements donc des hôpitaux québécois, les stationnements des employés, il y a des tracts qui sont posés distribués, là, sous les essuie-glaces, c'est ça, qui sont distribués sous les essuie-glaces parce que les infirmières, les employés du réseau, en fait, ontariens, viennent faire du recrutement comme ça, parce que s'ils recrutent un ou une Québécoise, ben eux-mêmes sont récompensés par leur employeur, imaginez. Donc, on me racontait ça. J'espère qu'il y a des nuances dans tout ça, mais bref, ça joue dur, et je pense que les propos de Steve McKinnon sont inacceptables, parce qu'à un moment donné... Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Est-ce qu'il s'est amendé? Est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il a précisé? Non. Parce qu'il y a vraiment... C'est comme vous avez dit, il fait peur au monde, mais en même temps, c'est vrai que c'était peurant. S'il n'y a plus de service à l'hôpital, c'était peurant. Là. Si on tombe malade, on n'a pas le choix. Là. C'est sûr, mais je pense que comme ministre, comme député, comme représentant d'un gouvernement, on a une responsabilité, c'est-à-dire prévoir. Donc, nous, on prévoit de notre côté, on a un plan de contingence. Si ça se passe mal, on sait ce qu'on va mettre en place cet été. Il faut prévoir ça, là, sinon ce serait irresponsable de notre part. Donc, on prévoit ça. Est-ce qu'on est en train de dire, voici ce qui va arriver cet été? Non. Parce que le plan, on n'annonce pas qu'on le met en vigueur, on annonce en fait, ça a coulé dans les médias, mais ce qu'on sait, c'est qu'on en a un. Donc, que M. McKinnon nous dise, ça va être épouvantable en se basant sur ce plan-là, en disant que des gens vont mourir, tout ça est très hypothétique, puis je pense que c'est responsable d'alarmer les gens. Son rôle, je pense que c'est de travailler avec nous, à calmer tout le monde, à calmer le jeu, puis à trouver des solutions. Puis je disais, c'est plus qu'une formule pour moi, plutôt que de nous faire la leçon, il devrait nous faire un chèque, parce que c'est pas juste une demande du Québec, là, c'est une demande de toutes les provinces qui se sont acquis, qui ont fait front commun à Ottawa pour dire votre financement en santé recule, et nous, là, on est pris avec ça. Donc, oui, parce qu'il a joué sur la notion de compétence, c'est leur compétence exclusive,
mais qui démontrent qu'ils sont capables de la gérer. C'était un peu condescendant. Ben, c'est très condescendant. C'est très condescendant de se faire la leçon par un gouvernement qui, par ailleurs, ne répond pas à nos demandes qui sont très légitimes. Et je le répète, c'est pas Québec qui est en train de pleurer puis de faire son quêteux à Ottawa. Ce sont toutes les provinces canadiennes qui s'allient face à Ottawa en disant la situation en santé a plus de bon sens. Vous avez pris des engagements à Ottawa, respectez-les. Mhm. Puis, la loi canadienne sur la santé, ben, à un moment donné, c'est une bien belle chose peut-être, là, mais ça venait avec des transferts. Puis ces transferts-là sont plus ce qu'ils étaient. Donc, faites votre travail. C'est ce qu'on dit à Ottawa. Toutes les provinces le disent. Puis là, on se fait faire la leçon. Essentiellement, je le rappelle, pour une question financière. Là. Parce qu'en Outaouais, si on a suffisamment d'argent pour tout le monde puis qu'on manœuvre bien à travers les conventions collectives, on est capable de régler le problème. Mais on a aussi un déficit d'11 milliards. Mais bref, c'est plus une question d'argent. On privera pas des gens de soins pour une question financière, là, mais je pense qu'Ottawa pourrait aider plutôt que de nous faire la leçon. Autre sujet inquiétant qui vous touche, le français chez les jeunes, les habitudes de consommation des jeunes Québécois et Québécoises, sont vraiment vers l'anglais constamment. Ils baignent dans l'anglais. Le monde semble être devenu une classe d'immersion permanente là, en anglais. Vous avez reçu un rapport, notamment de Patrick Taillon, qui est collaborateur ici à l'émission. Oui. C'est notre chroniqueur constitutionnel. Et Patrick, donc, s'est penché sur la découvrabilité avec Louise Baudouin et une autre commissaire dont j'oublie le nom. Là. Mais tout ça pour dire que il y avait cette ambition d'adopter une loi. C'est pour quand cette loi-là? Pour améliorer la découvrabilité des œuvres québécoises et francophones? On s'est donné du temps parce que c'est compliqué. J'utilise l'expression droit nouveau. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est un champ de compétences que le Québec n'est pas habitué d'occuper. Et moi, je veux qu'on l'occupe. Mais quand je suis arrivé avec ça, il y a, c'était au début du mandat déjà, quand j'ai commencé à en parler, les gens trouvaient ça drôle, j'ai l'impression. Puis les gens se disaient peut-être un peu, bon, on a un jeune ministre idéaliste qui pense que le Québec a cette compétence de venir légiférer pour encadrer nos produits culturels dans l'univers numérique, la place qu'ils ont, etc. Et là, je me suis dit, bon, je vais m'entourer d'experts qui ont une grande crédibilité puis qui vont m'aider. Donc, je me suis entouré effectivement de Patrick Taillon, de Louise Baudouin, que tout le monde connaît bien, de Véronique Guèvremont, qui est titulaire de la chaire UNESCO à Oui, l'Université Laval, qui était entre autres derrière la Convention de 2005 aussi, qui a travaillé avec Louise Baudouin. Donc, elle connaît c'est une experte internationale. L'UNESCO travaille avec elle toujours. Et Clément Duhem aussi, qui est l'ancien numéro 2 de la francophonie de l'OIF. Donc, ces 4 experts, finalement, sont venus nous dire, non seulement on a la compétence de le faire. Bon, premier élément, on a cette compétence-là. C'est très bien démontré dans le rapport parce que on est dans un univers numérique maintenant. Et si à chaque fois qu'une activité se transpose dans l'univers numérique, Ottawa nous dit, ben, c'est dans l'univers numérique, donc c'est nous qui s'en occupons, ben, ultimement, on va abdiquer toutes nos responsabilités et ça n'a pas de sens. Donc, il faut redonner du sens à ce partage de compétences-là. Puis ça, les lois étaient faites pour l'analogique et on avait comme perdu dans différents jugements des tribunaux la compétence là-dessus dans les années 80, 90. Mais là, étant donné qu'on n'est plus dans l'analogique, on peut dire on n'est plus dans un univers de tuyaux, on est dans un univers de contenu numérique. Donc, le Québec peut aspirer à réglementer ce domaine-là, d'après ce que je comprends. C'est notre prétention. C'était ma prétention de départ et c'est la prétention des experts que j'ai mandatés qui nous sont arrivés avec un rapport qu'ils ont signé. Donc, fort de ça, on part effectivement avec une liste d'éléments à réaliser, dont un de ces éléments est une loi pour venir encadrer le contenu des plateformes. Pas pour obliger qui que ce soit à regarder ou à écouter quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Pour reproduire un peu, j'ai envie de dire, la découvrabilité, c'est parfois abstrait pour les gens, mais c'est de reproduire un peu le modèle qu'on avait quand on entrait dans un magasin de disques ou quand on entre toujours maintenant dans une librairie, c'est-à-dire il y a une mise en marché, on nous présente des produits québécois, on n'est pas obligé de les acheter, on peut aller directement au fond de la boutique
puis acheter un livre en anglais si on veut. On pouvait acheter des disques en anglais, puis on le faisait très bien là, quand on allait chez HMV ou chez Archambault. Mais il y avait quand même des stations d'écoute pour découvrir des produits québécois. Il y avait quand même une mise en marché avec des affiches, avec des C'est kiosques. donner une chance, au fond, à Exact. nos produits de se faire valoir parce que C'est ça. sinon, ils sont invisibles. Et Exact. tu sais, c'est Exact. ça. J'entends souvent des gens dire, ben, c'est parce que notre culture, ça vaut rien. C'est ça qui est fâchant, je trouve, hein, parce que si on voit pas les œuvres, comment on peut les apprécier? Comment on peut même dire que ça vaut rien? Ben, on ne peut pas choisir ce qui nous est pas proposé. On ne peut pas Exactement. aimer ce Ouais. qu'on ne connaît pas. Donc, à un moment donné, il faut être capable c'est comme à l'épicerie aussi, là, Ou les quotas à la radio, c'est comme les quotas à la radio c'est dans la le même temps. chose. Ouais, C'est la même ouais. chose. Là, on parle pas Ou comme à l'épicerie, les d'obligation. produits québécois, comme vous alliez dire. Ouais. Ben, j'allais dire à l'épicerie, bon, si on met systématiquement un certain produit à la dernière tablette, je peux vous assurer, ben, je veux pas les statistiques, mais je pense pas me tromper en disant je peux vous assurer que les ventes vont être pas mal moins élevées que le produit qu'on met à la hauteur des yeux. C'est une évidence. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut juste s'assurer que ton Mais produit soit visible. comment l'État du Québec peut s'arranger pour que sur les tablettes de Netflix, sur les tablettes de Crave, sur les tablettes de Spotify, il y ait des œuvres québécoises pour des yeux et des cerveaux québécois? Ben, il y a d'autres États qui le font. Ces États le font bien. Ça, c'est une autre chose. Souvent, quand on me dit comment allez-vous faire ça, je sais que c'est pas votre argumentaire en ce moment, mais il y en a certains qui me disent comment allez-vous faire ça et qu'allez-vous faire si ces entreprises multinationales vous disent non, parce que le Québec compte bien peu pour elles, donc possiblement qu'elles vont vous rire au visage. Regardons l'Europe. Il faut s'ouvrir, là. Il n'y a pas seulement le Québec, il n'y a pas C'est seulement ça. le Canada, l'Amérique du Nord. Regardons ce qui se passe en Europe où le contexte est différent, où c'est un continent multinational, où il y a énormément de nations différentes, de cultures différentes, et ces cultures-là tirent leur épingle du jeu sur des plateformes comme Netflix. On parle toujours de Netflix, mais il y a Amazon Prime, il y a Disney, qui a un modèle un peu différent parce que c'est du contenu de Disney. C'est un cas peut-être à part. Même chose pour la musique. Donc, quand on regarde les 10 chansons les plus écoutées au Québec, il n'y en a pas en français. Quand on regarde les Mm. 10 chansons les plus écoutées en France, la moitié sont des chansons françaises dans la langue Ah, d'origine, donc de la nation française. Quand vous regardez en Allemagne, c'est la même chose. Quand vous regardez en République tchèque, c'est la même chose. Donc, on est capable, là, on est capable de poser des gestes. Regardons ce qui se fait ailleurs, puis c'est de ça aussi dont on s'inspire. Puis c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'angle international avec ma collègue Martine. vous, vous comptez déposer un projet de loi à quel moment? C'est difficile à répondre parce que c'est un univers dans lequel on navigue un peu pour la première fois. Mais je me suis quand même avancé à dire que d'ici l'année prochaine, donc dans les 12 prochains mois, comprenons que c'est plus dans 11 ou 12 mois que dans 2 ou 3 mois. Mais on veut bien faire les choses. Puis je disais Avant juin hier, 2025, alors. ben c'est l'objectif. C'est l'objectif qu'on se fixe, qui peut bouger. C'est Mais enregistré, Mathieu Lacombe. oui, je sais. C'est toujours le piège hein, pour un élu de vous donner une date. Mais en même temps, regardons ce que le gouvernement fédéral a fait. Ça lui a pris, à toute fin pratique, 10 Oui, ans. 10 ans pour accoucher du projet de loi mais il C11. vous regarde de haut, le gouvernement fédéral aussi. Là. Pascal Saint-Onge, il me semble qu'elle a même pas réagi à la découvrabilité, votre rapport très pertinent. Vous avez une entente avec les Français, puis Ottawa fait la sourde oreille, semble complètement vous négliger. Ça, c'est frustrant, non? J'aimerais qu'on puisse travailler encore plus avec le gouvernement fédéral, mais je m'entends bien avec ma collègue Pascal Saint-Onge, puis je lui fais souvent valoir, puis je pense qu'elle entend bien qu'on a tout intérêt à travailler ensemble parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ce ne sera pas toujours un gouvernement à Ottawa, on imagine bien, qui sera d'accord avec le principe de C11. C'est pas toujours un gouvernement donc qui sera d'accord avec le principe de C11 qui sera aux affaires à Ottawa. Donc, on veut aussi se donner au Québec des outils qui nous sont propres et qui ne dépendent que du Québec. Donc, c'est les arguments que je fais valoir à Pascal Saint-Onge. On n'a pas besoin du gouvernement du Canada pour aller de l'avant, mais c'est sûr qu'on voudrait... J'ai quand même cet espoir que le gouvernement se range à nos arguments, le gouvernement canadien, puis qu'il ne nous nuise pas activement, plutôt qu'il collabore avec nous, parce qu'ils ont fait l'exercice avec C11.
Donc, j'aimerais ça qu'on puisse bénéficier de leur aide, comme on va bénéficier de l'aide du gouvernement français, par exemple. Est-ce que ça remplacerait la loi C11, une future loi québécoise, ou ça compléterait? Ce serait complémentaire. Euh, On va pas à l'encontre de C11. C11 qui est une loi imparfaite, à mon sens, parce que je pense que le Québec devrait jouer un plus grand rôle dans l'application, dans les orientations qui sont données, notamment au CRTC. Ce sont des demandes qui sont laissées lettres mortes, qui sont restées lettres mortes quand je les ai faites à Ottawa. Donc, maintenant, je verrais bien mal le gouvernement fédéral nous reprocher d'aller de l'avant avec notre propre législation alors qu'on leur a fait des demandes qui n'ont pas été entendues. Il nous reste peu de temps, puis j'ai Oui, déjà pris beaucoup de votre temps. Le Musée national d'histoire du Québec, oui, projet ici à Québec, dans le magnifique édifice initial et originel de l'Université Laval, un édifice que j'adore avec ses 3 lanternes. Là, par contre, vous avez dit quelque chose qui m'avait fait peur, qui m'a fait peur. je Vous avez sais. dit, ça sera le musée le plus numérique. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des centaines d'artefacts qui traînent dans les entrepôts qui ne demandent qu'à être montrés. Pourquoi tant insister là-dessus, sur le numérique? Ben, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux, mais j'ai cette ambition que le Musée national de l'histoire du Québec soit le plus numérique au Québec, au Canada, puis pourquoi pas un des plus numériques dans le monde, parce que je pense que c'est une exceptionnelle façon, notamment de rejoindre les jeunes, même si les jeunes s'intéressent aussi aux artefacts. Ben oui. Mais Les j'ai jeunes cette sont tout le temps sur leurs écrans. On n'arrête pas de dire qu'ils vivent trop, justement, dans C'est le monde vrai, mais parallèle de... le problème des jeunes sur les écrans, c'est la solitude, puis c'est le contenu. C'est-à-dire, on écoute du contenu très pauvre, tout seul, dans notre chambre. Hmm. Si on écoute du contenu riche, ça c'est une parenthèse que je fais, mais si on écoute un contenu qui est riche et qu'on le fait en famille, qu'on vit une expérience, on est dans un autre univers, puis ça, je pense qu'il faut Vous garder pensez ça. à des Donc, expériences immersives, d'après ce que j'ai oui, compris, un peu exact. comme ces grandes expositions des grands maîtres, là. On pense à Van Gogh et tout ça, où on baigne finalement dans l'univers de Van Gogh de façon numérique, c'est ça? On veut faire vivre des émotions aux gens et leur apprendre leur histoire, leur faire redécouvrir leur histoire, leur rappeler. Donc, il y a différents scénarios, mais je pense que le numérique, ça nous permet ça. Donc, imaginez, là, par exemple, au-delà de la trame historique, là, qui est plutôt linéaire, imaginez pouvoir revivre un spectacle sur la montagne, sur le Mont-Royal, comme si vous étiez De 1975, je pense, oui. par exemple, ou le spectacle des Cowboys fringants sur les plaines d'Abraham, ça c'est très contemporain comme histoire, mais si on est capable de faire revivre des moments comme ceux-là, de faire revivre aux gens le référendum de 1995, de les mettre dans des ambiances au-delà des artefacts, puis de ce qu'on va accrocher sur les murs, Mhm. si on est capable de leur faire vivre une émotion, ben moi je pense qu'on va susciter quelque chose. Rappelez-vous, là, au cégep, par exemple, ou à Oui. l'université, les profs, tu sais, au-delà des livres là, que vous aviez, là, qui sont un peu peut-être l'équivalent des artefacts, les livres, c'est intéressant, mais c'est statique. Les livres, c'est un monde de Non, non, c'est possibilités. fabuleux les livres, là. C'est Oui, très, très virtuel. Quand on oui, apprend à bien lire, on entre dans des mondes que même le numérique ne peut nous offrir. et comprenez-moi bien, vous allez voir où je m'en vais, comprenez-moi bien, je suis 100% d'accord avec vous, je suis un grand défenseur des livres. Si ce n'était pas des livres, je serais pas ministre de la Culture aujourd'hui, je vous l'assure. Mais je vous dis, quand on va à l'école, au cégep, à l'université, on a des livres scolaires, je vais dire des manuels scolaires, ok, qui sont un peu l'équivalent peut-être des artefacts qui nous apprennent des choses, mais les cours qui vous ont le plus marqué, c'est quoi? Ce sont lesquels? C'est les cours où vous avez vécu une émotion, où le prof vous faisait vivre quelque chose, vous sortiez du cours en disant wow. Donc Moi, je c'est suis un un peu peu, particulier. J'ai des émotions en lisant la Constitution, donc ben oui, je ben là suis c'est peut-être ça, pas. vous, là. Mais quand j'enseignais, j'essayais de transmettre cette possibilité-là pour un être humain, justement d'atteindre ou d'éprouver des émotions en lisant des grandes œuvres. Je me souviens de mes Ouais. émotions en lisant Tocqueville au Bas-Canada, par exemple. Assurément, assurément, Hey, il que faut je que n'ai je vous pas lu, laisse. mais là, moi, je vous parle pas des grandes œuvres, là, je vous parle des manuels scolaires, Je sais. plutôt, mais je pense qu'il faut faire vivre des émotions, comme à chaque fois qu'on vit des émotions, on en ressort beaucoup plus intéressé, puis c'est Oui. un peu ce qu'on va faire, des émotions positives ou
même un peu Dérangeante, oui, on bouleversante. peut se sentir bousculé aussi parce que l'histoire, c'est pas juste des beaux moments non plus. Oui, un boulet de canon, par exemple, de la conquête, bien exposé, puis il paraît qu'il y en a plusieurs. Mon ami historien Dave Noël m'a parlé de ça. Tu Ben, sais, tout à exposer fait. ces artefacts-là, ça Des peut vieux être livres, bouleversant. des recueils de voyages. Écoutez, j'étais allé à l'Académie française récemment, j'ai eu ce grand privilège-là de Ah oui. visiter la bibliothèque. Et puis, ils nous avaient sorti des ouvrages là, et tout ça. Puis, j'étais d'ailleurs avec Éric Bédard, vous auriez dû le voir, c'était comme un enfant dans un magasin Ah ben oui. de jouets. Je Et peux l'imaginer. puis oui, il y avait une ambiance, puis on vivait quelque chose, certainement. Les artefacts nous permettent ça, mais une expérience immersive pour nous faire revivre des moments. Je pense qu'il faut pas négliger ça non plus, l'importance que ça peut avoir, surtout pour nos jeunes. Pas au détriment des artefacts. Merci! C'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe. Un Très plaisir. intéressante conversation et on se reprend bientôt. À bientôt. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de la chronique consti, la chronique constitutionnelle, et aujourd'hui, c'est Guillaume Rousseau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Guillaume, on discute du juge Galiatssatos. Qui est-il? C'est le juge qui a invalidé de son propre chef un article de la nouvelle loi 101, la loi 96, avant même son entrée en vigueur. Ça porte sur les traductions de jugements. On en a parlé avant que ça se produise avec Patrick Taillon il y a quelques semaines, mais là, son jugement est disponible et tu as lu ce fameux jugement, invalidation d'un élément de la loi 96 sans même que personne ne le demande. Oui, effectivement, c'est très particulier comme procédure. Cela étant dit, comme c'est un jugement de la Cour du Québec, ça invalide la règle là, en partie pour le dossier seulement. Donc, c'est pas comme la Cour supérieure qui rend un jugement, qui rend la loi invalide pour tous les tribunaux. Là, c'est seulement dans ce cas-là, mais c'est sûr que ça met la table pour qu'éventuellement il y ait un jugement d'une Cour supérieure dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a des faiblesses dans le raisonnement juridique de ce jugement-là. Donc, c'est pas garanti que ça ira pas en appel. Et c'est pas garanti non plus qu'un autre juge d'une cour supérieure arrivera à la même conclusion. Donc, les procureurs de la défense, les procureurs généraux du Québec et du Canada, Et le DPCP. ils trouvaient qu'il n'y avait rien rien qui justifiait qu'on s'attaque à cet élément-là qui dit qu'un jugement doit être disponible en français tout de suite. Pourquoi est-ce qu'un juge peut comme ça décider d'invalider une partie de la loi alors que c'est même pas... Là, c'était un procès. Pourquoi le décès d'une cycliste? Négligence criminelle, oui. C'est ça. Donc, on n'était pas vraiment dans une question linguistique. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ben, il s'en justifie. D'abord, ça a été justement contesté par les partis, le procureur général du Québec en particulier. Et exceptionnellement, c'est sûr que la façon traditionnelle de faire, la façon normale de faire, c'est qu'une question constitutionnelle est posée au juge par les partis. Et là, le juge en est saisi et tranche la question. Là, il s'en est saisi lui-même, donc c'est très inhabituel. C'est pas complètement impossible, mais c'est plutôt inhabituel. Alors, le juge s'en est justifié là, dans son jugement. Et c'est inhabituel. Est-ce qu'il y a des précédents? Connais-tu des précédents? Oui, effectivement, le juge en invoque là, dans son premier jugement. Donc, en même temps, c'est vraiment dans des circonstances exceptionnelles. Et là, c'est pas si évident que ça le justifiait ici. Donc, ça demeure quelque chose d'extraordinaire, de presque anormal là, quand même. Ah oui? Alors, comment tu as trouvé ce jugement? Pas uniquement sur évidemment, c'est une négligence criminelle, mais sur l'aspect linguistique des choses. Oui, ben, il y a deux choses. Il y a un peu la forme du jugement qui est particulière, des expressions, le juge qui reproche des choses aux parties. C'est vraiment particulier. Ça vaut la peine qu'on s'attarde à ça. Puis ensuite, il y a la question de fond, l'argument technique pour en venir à un jugement là, qui invalide la règle pour le dossier. Donc, l'aspect un peu plus
sur la forme, c'est que le juge a toutes sortes d'expressions particulières. Là. Il reproche au procureur général de ne pas avoir divulgué rapidement l'ensemble des détails pour ce qui est du processus de traduction des jugements anglais là, qui devront, à partir du 1er juin, être traduits en français. Donc, le procureur général n'a pas donné tous les détails d'emblée rapidement. Donc, le juge lui reproche ça, dit ben, c'est quand même pas le secret de la caramilk, ou à d'autres moments, il discute des logiciels de traduction, l'intelligence artificielle. Puis là, il dit, bon, il paraît qu'on peut traduire la langue de Molière dans la langue plutôt la langue de Shakespeare vers la langue de Molière grâce à R2D2. Donc, il fait toutes sortes d'affirmations un peu comme ça, un peu spéciales. Puis à d'autres moments, là, il devient carrément politique. Donc, par exemple, il va reprocher au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, d'avoir une idéologie politique. En fait, il laisse entendre assez clairement que c'est ce qu'il pense parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales a tout simplement proposé une solution assez simple qui était de dire un juge pourrait rendre une décision oralement avec motif à suivre. Donc, le plus rapidement possible, parfois même le jour même du procès ou très rapidement, dire à la personne si elle est coupable ou pas, c'est-à-dire à l'accusé, aux victimes, à tout le monde, si la personne est coupable. Et là, il peut y avoir dans les jours suivants ou dans les semaines suivantes la version écrite et le cas échéant, si c'est un jugement en anglais traduite en français, déposé en même temps. Donc, c'est une solution pratique proposée par le DPCP. Le juge la juge pas pratique, explique pourquoi. Bon, ce qui est à la limite correct, mais de là à dire que le DPCP fait cette proposition-là parce qu'il y aurait une idéologie, c'est assez particulier. Ou encore, à un moment donné, il est question du biais allégué du juge parce que le procureur général a tenté d'empêcher le juge de rendre cette décision-là en allant en cour supérieure, en plaidant qu'il y avait un biais du juge. Et là, le juge rappelle la règle qui est qu'une personne... La règle, c'est qu'il faut que le juge soit neutre et apparaisse neutre, impartial aux yeux d'une personne raisonnable. Et là, le juge dit, une personne raisonnable penserait que je ne suis pas biaisé. Donc, c'est particulier. Puis là, il dit que les gens qui sont pas d'accord avec ça sont probablement motivés, ont des staunch ideas, des staunch opinions, donc qui peut être traduit, je pense, par des opinions marquées, radicales. Et il ajoute que c'est possiblement des gens qui sont hostiles à la minorité anglophone. Donc, c'est vraiment particulier. À d'autres moments, il parle de la loi qui ferait ou la règle en question qui ferait des anglophones des citoyens de seconde classe. Donc, il y a vraiment une rhétorique qu'on retrouve du QCGN, de lobby de défense des droits des anglophones. Alors, la forme est vraiment particulière dans le jugement et le fond, les aspects techniques également, là, que les arguments ne sont pas toujours très convaincants. Oui. Lesquels, par exemple? En gros, l'argument du juge, c'est de dire qu'il existe dans le Code criminel, à l'article 530, un droit à un procès en anglais au Québec. Et il existe dans la Charte de la langue française, donc cette règle qui dit le jugement en anglais doit être traduit immédiatement en français. Et là, le juge fait une interprétation extrêmement large de l'article 530, nous dit, finalement, c'est pas juste un droit à un procès en anglais, c'est un droit à un jugement en anglais, puis c'est un droit à une espèce d'égalité absolue pour les anglophones. Donc, d'aucune manière, on pourrait permettre que les anglophones, ça prendra quelques jours de plus à avoir leur jugement, puisqu'il faut le traduire en français, alors que les francophones ou les non-anglophones, de manière plus large, auraient un jugement un petit peu plus rapide. Donc, ça, c'est absolument impossible pour lui parce qu'il fait une interprétation tellement large du droit à un procès en anglais que ça devient une espèce d'égalité absolue pour les accusés anglophones. Puis ensuite, il nous dit, parce que normalement, le test, c'est de dire, si une loi québécoise vous oblige à faire une chose, puis que la loi fédérale vous empêche de la faire. Donc là, vous êtes comme justiciable dans une situation impossible. Dans ce cas-là, il y a un conflit réel, et là, il y a la prépondérance fédérale qui joue. Mais sinon, la prépondérance fédérale ne joue pas. Sinon, on va essayer de concilier les deux lois. Donc on n'est pas ici dans un cas de conflit réel, puisque la loi fédérale permet le jugement, prévoit un jugement en anglais, mais n'empêche pas un jugement en français. Et la loi québécoise permet le jugement en français, n'interdit pas le jugement en anglais. Donc, il n'y a pas de conflit réel. Mais là, le juge va chercher vraiment une règle d'exception qui dit si la loi provinciale porte atteinte à l'atteinte de l'objectif de la loi fédérale, là, on peut aussi faire jouer la prépondérance fédérale. Mais ça, c'est une règle qui s'applique vraiment dans des cas très, très particuliers et rares. Et là, le juge l'applique dans un cas où ça n'avait pas à s'appliquer. C'est beaucoup trop large comme interprétation de cette règle-là. Il a invoqué aussi l'arrêt Jordan qui fixe là, des limites de temps, de délai, on le sait, limites qui ont été considérées très, très, très dures, très radicales. Et lui, il l'invoque, mais de façon erronée, d'après ce que j'ai compris. En disant que ça va prendre plus de temps.
Je pense que ça avait été traduire. soulevé plus tôt dans le dossier, mais assez rapidement, là, ça a été invoqué par certains que finalement, la question de la traduction, donc qui allonge le temps du délibéré, le temps de rédaction, de traduction du jugement par le juge, bon, c'est pas computé dans le délai de Jordan, donc ça n'avait pas rapport. Par contre, il y a l'arrêt KGK, qui est une espèce d'équivalent de Jordan, mais en matière justement de délibération, de temps de rédaction du jugement. Et là, la règle, c'est que il faut que le temps de rédaction du jugement, de délibéré du juge, ne soit pas plus long que ce qui est raisonnablement attendu dans les circonstances. Et là, le juge écarte, à mon avis, erronément, l'idée que dans les circonstances, il y a l'obligation de traduction. Donc, si vous avez une loi qui vous oblige à traduire, le délai qu'on attend normal, raisonnable du juge, il est un petit peu plus long. Donc, on n'aura pas le plein d'accusés anglophones qui seront libérés sans avoir leur jugement, sans avoir leur procès, parce que on va tenir compte de ça. Puis dans l'application des critères de KGK, il faut tenir compte de l'article 10 de la loi 101. Donc, ça, c'est écarté de manière beaucoup trop rapide par le juge et erroné à mon sens. Penses-tu qu'il y aurait matière à dépôt d'une plainte? Je sais qu'il y a un organisme là, qui y songe, plainte au Conseil de la magistrature pour l'espèce d'attitude erratique de ce juge. Il faudrait voir sur quelle base exactement, qu'est-ce qu'il y a dans le code de déontologie là, de la magistrature pour qu'on puisse invoquer. Donc, puis le juge s'en défend là, parce que comme son biais allégué a été plaidé par le procureur général, il s'en défend beaucoup. Il cite de la jurisprudence comme quoi un juge peut effectivement challenger un procureur, donc avoir l'air d'avoir une position, mais finalement, il faut qu'il reste une espèce d'esprit ouvert. Donc eu égard à la partialité, mais qui est plus une question pour la récusation qu'une question de déontologie, là, mais ça se ressemble un peu. Le juge s'en défend, mais disons que je pense que c'est légitime pour un organisme là, de la société civile de regarder ça de près. Mais je ne saurais pas dire, là, j'ai pas le motif précis qui est imaginé là, par un organisme. Deuxième sujet, maintenant, je veux qu'on parle de droit familial parce que tu as écrit une chronique qui s'intitulait « On ne vous mariera pas de force ». Parce qu'il y a un projet de loi actuellement à l'étude qui réforme complètement le droit de la famille. C'est à la suite là, de cette affaire là, Éric contre Lola. C'est des suites tardives, parce que ça fait longtemps. Et ça fait longtemps qu'on parle de la réforme du droit familial. Et donc, ma question, c'est, toi, tu dis, on ne vous mariera pas de force, mais il y a des gens qui disent c'est un vrai risque que finalement, dès que des gens se trouvent conjoints pendant un certain nombre de temps, là, il s'agit de déterminer combien de temps, ils sont considérés comme mari et femme. Oui, dans le cas du projet de loi, c'est pour les parents. Donc, les conjoints de fait qui n'auraient pas d'enfants sont pas touchés. Mais effectivement, donc, l'affaire Éric contre Lola, c'est un petit peu l'origine de tout ça. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, la Cour suprême est venue dire que le Code civil du Québec, qui traite différemment les ex-conjoints mariés qui étaient mariés des ex-conjoints de fait. En gros, à différents égards, mais entre autres, là, par rapport à la réforme, ce qui est important, c'est le patrimoine familial. Donc, quand deux personnes se marient, la richesse qu'ils accumulent pendant le mariage, les REER, la maison, les autos, les meubles, etc., à la dissolution du patrimoine du mariage. Il y a un partage du patrimoine familial à ce moment-là. Et là, ça fait en sorte que si vous n'êtes pas marié, la personne moins riche dans le couple, lorsque le couple n'est pas marié, à la séparation, évidemment, la personne qui n'était pas mariée, qui a un plus petit revenu, n'a pas ce 50% du patrimoine familial, donc pour les conjoints de fait, ça fait en sorte que cette personne-là se retrouve dans une situation financière plus difficile. Et s'il y a des enfants, ça peut être les enfants qui écopent, quoi qu'il y a une pension alimentaire pour enfants, là, même pour les gens qui ne sont pas mariés. Mais donc, l'idée, et la Cour suprême était venue dire que c'était discriminatoire de ne pas traiter de la même façon les gens mariés et non mariés, alors que si la discrimination résulte d'un choix. C'est les gens qui choisissent de se marier ou de ne pas se marier. Donc, ça, le Code civil, exactement. Mais avantage le contrat, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux personnes qui ont décidé librement de faire vie commune, alors que ou de lier leur vie, alors que des simples conjoints de fait, c'est pas la même chose. Oui. Exactement, et c'est le principe de la liberté contractuelle. Puis toute la logique du droit civil, c'est de dire on décide les choses a priori, en amont. Donc, on fait des choix, donc on se marie ou on se marie pas, et ensuite, il y a des conséquences qui découlent de ces choix-là. Puis là, certains peuvent dire, mais les conséquences sont injustes. Mais non, parce que ça a été décidé en amont librement.
Alors, par les parties. Alors que la common law, c'est l'inverse. On décide a posteriori. Donc, il y a des faits qui s'accumulent, puis à un moment donné, un juge décide a posteriori ce qui est juste ou pas. Alors, c'est deux logiques complètement différentes. Ah Et oui. là, évidemment, les juges, la majorité de common lawyers de la Cour suprême, pour eux, c'est de la discrimination, alors que du point de vue du droit civil, c'est simplement de la liberté contractuelle. Et là, ultimement, même si ça avait été jugé discriminatoire par la majorité de la Cour suprême, la juge en chef, d'après moi, dans une décision politique, avait décidé que c'était justifié comme discrimination au sens de l'article 1 de la Cour suprême. Donc, la Cour suprême venait dire c'est discriminatoire. La Charte des droits, là. Ouais. Exactement, au sens de la Charte canadienne. Donc, on venait sauver. On disait c'est une discrimination, mais justifiée par les Dans choix une du société libre et législateur. démocratique. Ouais, exactement. Donc et à mon sens, c'était un choix politique, mais ça jetait, si vous voulez, une espèce d'opopre sur cet aspect-là du Code civil en disant, ben voyez, c'est discriminatoire, la Cour suprême l'a dit. Ah oui. Alors, ça a alimenté le lobby qui souhaite une réforme du droit de la famille, qui aligne le régime des conjoints de fait sur celui des mariés. D'où le fait qu'il y a finalement eu toutes sortes de rapports et tout, ça a tergiversé pendant longtemps. Mais là, le gouvernement a déposé son projet de loi, qui est une espèce de compromis, à mon avis. Là. C'est ça. Donc, d'où ta chronique, on ne vous mariera pas de force quand même. Exactement, parce que l'expression, qui est un peu forte, mais qui est quand même, qui dit bien ce qu'elle dit, c'est que si le gouvernement décidait carrément d'aligner le régime des conjoints de fait sur celui des gens mariés, de dire, vous êtes conjoint de fait, dès que vous avez un enfant, la maison, tout ce que vous allez accumuler, les REER, ça devient 50-50. Là, c'est comme si tous les gens qui ont des enfants devenaient mariés sans être passés à l'église, j'allais dire, ou à l'hôtel, ou bref, devant le célébrant. Au palais de justice, oui. Au palais de justice, comme ça se fait souvent maintenant, ou chez le notaire. Bref, ça peut se faire en plein endroit maintenant. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, d'où l'expression mariage de force. Et là, le gouvernement ne fait pas ce choix-là parce qu'il dit on ne va pas soumettre les conjoints de fait au patrimoine familial, on va plutôt les soumettre au patrimoine d'union parentale. OK. Donc, c'est-à-dire, plutôt que d'avoir les REER, la maison, les meubles auto, ça va être seulement la maison, les meubles auto, sans les REER. C'est ça. Ce qui est quand même pas ce qui est une différence de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars, là, dépendamment de l'âge et de la fortune des personnes. Donc, c'est vraiment un choix. Donc, premier élément de compromis. Deuxième élément, c'est c'est pour qu'il y a un droit de sauvegarder retrait. la liberté de contracter du droit civil. Ouais. Ouais. L'option de retrait est vraiment pour préserver cette liberté contractuelle parce qu'avant, la logique, c'était de dire, si vous n'êtes pas marié, ça ne vous empêche pas de signer chez le notaire une entente de conjoint, puis de prévoir, par exemple, une espèce de patrimoine d'union parentale, de vous séparer maison, auto, meubles, mais pas les REER. On pouvait faire ça. On peut toujours le faire en ce moment en allant chez le notaire. Mais là, c'est l'inverse. On vous dit, on vous l'impose par la loi, mais pas complètement, puisque vous pouvez vous en défaire, décider de renoncer à cela, d'opter pour le retrait. Donc, effectivement, ça concilie une certaine protection pour le conjoint moins fortuné, mais en même temps, ça préserve la liberté contractuelle. Donc, c'est l'optique du gouvernement, mais il va y avoir des pressions très fortes pour qu'il augmente, qu'il en mette plus dans ce patrimoine d'union parentale et possiblement qu'on va lui demander là, de retirer cette option de retrait. Et si ça passe, il y aura peut-être une contestation un jour mais ça, c'est l'autre chose, discrimination. La question de la discrimination, c'est basé sur la différence entre traitement des conjoints de fait et des conjoints mariés. Or, la différence, elle demeure. Elle sera moindre qu'avant, mais elle demeure, surtout de par l'option de retrait, également de par patrimoine familial qui a plus de choses que le patrimoine d'union parentale. Et là, moi, ce que je dis, c'est évidemment, on pourrait toujours arriver avec la disposition de souveraineté parlementaire, puisque c'est l'article 15 dont il est question, qui est sujet à 33. Mais autre solution possible, ce serait soit d'aligner les conjoints de fait davantage sur les conjoints mariés, donc par exemple en enlevant l'option de retrait, mais l'autre option, c'est le contraire, d'aligner le mariage, le régime des gens mariés sur le régime des conjoints de fait. Ah oui. Par exemple, en ajoutant l'option de retrait aux conjoints mariés ou en permettant le choix entre le patrimoine familial, le patrimoine d'union parentale ou pas de patrimoine du tout, en passant chez le notaire, par exemple. Donc, et en faisant du patrimoine familial, peut-être l'option si on ne le précise pas, c'est l'option applicable par défaut, mais on pourrait. Donc là, ça alignerait un peu les deux régimes, mais en donnant plus de liberté aux gens mariés plutôt que de moins de liberté aux conjoints de fait. Donc ça, c'est une analyse.
Je pense pas que ça va se faire là parce que là, le gouvernement veut avancer et l'adopter avant la fin de la session. Mais attendez-vous peut-être à une autre phase de cette réforme du droit de la famille que le gouvernement a décidé de faire en phase, en commençant par l'adoption et tout. Donc, c'est pas impossible que dans les prochaines années, il y ait une autre réforme ou une autre partie de cette grande réforme. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, notre chroniqueur constitutionnel de la semaine et accessoirement professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal. Merci infiniment. Merci, au plaisir. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Mes amis les vadrouilleurs des couloirs de la colline, les correspondants au bureau parlementaire sont là. Bonjour Nicolas Lachance. Bonjour. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour. On va commencer par parler des petits amis parce qu'on se souvient que François Legault disait que dans les nominations, lui, il ne donnerait pas de nomination à ses petits amis parce qu'il parlait toujours des petits amis libéraux. Mais là, il semble bien qu'il y a des petits amis quand même qui ont été nommés, et c'est des gens de qualité quand même, mais au conseil d'administration de l'Agence de la santé du Québec, n'est-ce pas, Patrick Belrose? Ben oui, écoute, on se souvient, on s'en parlait au bureau tantôt avec Nicolas, on se souvient de François Legault dans l'opposition là, qui déchirait sa chemise, Éric Kerr aussi, évidemment, et qui disait « Les petits amis libéraux, ça n'a pas de bon sens, puis nous, il n'y aura pas de nomination partisane. » Écoute, force est de constater qu'il y en a eu plusieurs depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Et là, cette fois-ci, c'est Christiane Germain qui est nommée présidente du conseil d'administration de l'Agence Santé Québec. Christiane Germain, là, que tout le monde connaît, qui a cofondé les Hôtels Germain, qui était dragonne aussi, qui l'est encore d'ailleurs maintenant à C'est l'émission pour ça que je l'appelle la du top Dragon. dragonne. La top dragonne, oui. Donc, dans l'émission Dans l'œil du dragon, elle va cesser, là, c'est la dernière saison à laquelle elle participe. Écoute, Christiane Germain, tu peux pas avoir plus amie que ça, en fait, tu sais. Bon, c'était, il y a très longtemps, la conjointe de Christian Dubé, là, il y a une trentaine d'années, ils se sont fréquentés. Ils sont restés amis. Oui, ça fait très longtemps. Ensuite, ils sont restés amis tout ce temps-là. Et Christiane Germain aussi en fait partie du groupe Select qui est approché par François Legault pour réfléchir à la fondation de la Coalition Avenir Québec quand c'était pas encore un parti, mais que c'était comme un mouvement politique. Puis François Legault cherchait un peu de quoi le Québec a besoin. Il avait sondé différentes personnes, dont Christiane Germain, il y avait Joseph Facal, il y avait plein d'autres personnes qui ont été appelées à venir chez François Legault. Christiane Germain en faisait partie. Donc, Mme Germain est tout à fait compétente, personne n'en doute. Elle va faire un bon travail, mais elle a quand même pas de spécialisation, disons, dans le domaine de la santé. Et elle n'a pas jamais géré non plus quelque chose d'aussi gros. Donc, on peut se poser la question à savoir est-ce que ces liens avec la CAQ font en sorte que on a eu un billet favorable, si tu veux, pour la mettre en place à la tête de Santé Québec ou du conseil d'administration de Santé Québec. Pascal Bérubé du Parti québécois a dit que c'est une nomination partisane où il laisse entendre. J'ai trouvé ce matin qu'il jouait un peu sur les mots. Il n'était pas tout à fait clair, mais il soulignait les liens, disons. Nicolas, selon toi, c'en est une nomination partisane? Bien, on était habitué de voir des nominations qui semblaient partisanes dans le milieu économique pour la CAQ. Ça s'est fait beaucoup au début du premier mandat, même en 2018, alors que, et j'ai ce souvenir, je l'expliquais à Patrick plus tôt en journée, j'arrivais à l'Assemblée nationale et j'ai ce souvenir au Salon Rouge de François Legault qui était dans le positivisme et qui répétait que ça sera pas son cas, lui, d'y aller de nomination partisane, mais que ça serait au mérite et aux gens de qualité. On peut pas dire aujourd'hui que ce sont des gens de piètre qualité qui ont été choisis. C'est des gens qui sont reconnus, renommés dans leur milieu. Donc, mais ça reste que, même si je parle, par exemple, de Régine Laurent, on sait très bien qu'elle est proche du pouvoir, qu'elle est proche du premier ministre, qu'elle était proche de la garde rapprochée aussi du premier ministre. Donc, ça pose la question, est-ce qu'il respecte réellement sa parole ou qu'il, justement, contourne un peu celle-ci pour placer des gens somme toute de qualité en santé. C'est des gens qui ont quand même une expérience qui peut justifier soit comme gestionnaire, soit comme président du... tout à l'heure, Christian Dubé avait une bonne façon de défendre aussi sa nomination tantôt. Il disait Mme Germain a une espèce de spécialisation, de spécialité d'expérience client. On va à l'hôtel Germain, on est bien servi, comme dans d'autres hôtels, mais les gens sont bien servis. Donc, elle a un focus expérience client. Elle dit, c'est ce que je veux qu'elle apporte dans le réseau de la santé. Ce qui m'a inspiré un titre dont je suis assez fier quand même, c'est
à l'hôpital comme à l'hôtel. Donc, c'est Oui. un peu ce qu'on veut apporter avec ce type de nomination-là. Geneviève. Oui, juste peut-être un petit mot justement là-dessus. C'est sûr que quand tu es arrivé au pouvoir, M. Legault disait toujours moi, je ne ferai pas comme les libéraux, je nommerai pas mes petits amis. Mais avant d'arriver au pouvoir, il disait aussi quoi? Il disait que les gens dans la haute fonction publique, les gens qui gouverneraient sous lui, ben, il faudrait qu'ils partagent la même vision. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, M. Legault, quand même, avait précisé ça, même s'il nommait pas de petits amis, il fallait que les gens y partagent sa façon de voir l'État, sa façon de gérer l'État. Là. De ce côté-là, donc, il est cohérent. Il est très cohérent. Hey, parlons de la volte-face de la ministre de l'Habitation, Duranceau. C'est incroyable, cette volte-face-là. Elle a complètement changé d'idée. Moratoire de 3 ans sur les évictions. On étire aussi cette loi dite Françoise David. Qui est-ce qui veut commencer là-dessus? Ben, je peux y aller. En fait, moi, j'appelle Patrick. ça l'opération S'il faut sauver le soldat Duranceau. Oui. Le soldat Duranceau est en eau trouble, même depuis le début. Bon, elle a une image un peu de femme, je sais pas si on peut dire hautaine, mais donc il y a peu de soucis, peu de sensibilité pour les gens qui sont dans les difficultés. Et là, on voit, une saison de déménagement très, très difficile qui arrive, des gens qui vont être à la rue dans un mois. On a tous vu la semaine dernière, il y avait comme un long portrait de Francilène Duranceau à Radio-Canada pour dire, écoutez, je me soucie des gens, puis c'est pas vrai que je suis une femme riche qui a pas de sensibilité pour les gens qui ont de la difficulté. Et ça, c'est la phase 2, le projet de loi. Parce qu'écoute, elle a fait adopter un projet de loi, le projet 31, il y a 2 semaines environ, 2-3 semaines. L'encre n'est pas encore sèche, là. Là, on en fait un deuxième pour venir, comme tu dis, justement, éviter les évictions pendant 3 ans, puis pour abaisser l'âge auquel les aînés moins fortunés sont protégés, on peut pas les évincer. Tout ça, c'est une belle façon de redorer le blason de Francilène Duranceau, mais aussi de François Legault, qui a paru aussi insensible quand même au sort des gens qui ont nié la crise du logement pendant longtemps. Donc, je pense qu'il y a une belle opération de relations publiques qui est Geneviève, là-dessus? Oui, bien, faut pas oublier que la baisse de Québec solidaire, faut pas oublier que dans l'équation, la baisse de Québec solidaire dans les sondages, c'est pas une bonne nouvelle pour la CAQ, parce que ça profite au Parti libéral, ça profite au Parti québécois. Et donc, un petit coup de pouce à Gabriel Nadeau-Dubois en ce moment qui en a bien besoin, parce que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Ben, disons que ça fait l'affaire et de François Legault et de GND en ce moment. Donc, faut pas oublier ça là, dans l'équation, dans cette décision-là du gouvernement, dans cette volte-face-là de Mme Duranceau. Il y a peut-être ça dans le calcul, oui, c'est vrai. Exactement. Nicolas, toi qui vas couvrir Québec solidaire en fin de semaine, j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois va dire, écoutez, c'est à ça que ça sert, là, la gauche en politique, la gauche efficace, comme disait jadis François Legault et Jean-François Lisée, oui. Forcé de constater que toute cet événement-là, ce nouveau projet de loi-là, peut-être l'aspect communication, là, ça a été très efficace, autant pour la CAQ que pour Québec solidaire cette semaine. Ça aide certainement Gabriel Nadeau-Dubois, ça aide certainement François Legault, et ça fait mal au Parti québécois. On a trouvé le Parti québécois ici qui avait l'air un peu plus revanchard, on sentait que justement, eux qui étaient habitués de mener les combats pour la population directement, c'est comme un peu mis en marge en essayant de dire que ouais, c'est juste pour essayer de faire des bonnes communications pour Québec solidaire, faire des bonnes communications pour François Legault. Justement, on a souvent parlé de parti la CAQ qui avait pas à cœur les gens les pauvres gens, le monsieur, madame, tout le monde. Québec solidaire est capable de représenter ces gens-là. C'est comme si c'était servi de Québec solidaire pour redorer leur blason, principalement celui de madame Duranceau. Mais en même temps, Québec solidaire se sert directement de la CAQ et de ça pour ramener Françoise David à l'avant, un peu essayer d'effacer la crise actuelle, et même pour Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'en fin de semaine, il va pouvoir ramener ça en disant « Voyez ce que ça fait lorsqu'on choisit nos combats ». Et ça, pour lui, ça va être la clé pour démontrer que Québec solidaire, lorsqu'ils choisissent leurs combats, qui sont concrets et directs, ça fonctionne. Donc, c'est ça qu'il veut amener au parti. Il va pouvoir s'en servir. Mais même pour le
regarder, regardez comme le travail des parlementaires, ça donne des résultats, contrairement à ce que disait qui? Catherine Dorion, quand elle a quitté, hein, c'était son discours, hein, ça sert à rien, les députés ici à l'Assemblée nationale. Et puis là, il y a deux clans en ce moment, hein, à Québec solidaire, là. Il y a le clan Gabriel Nadeau-Dubois, puis il y a ceux de Catherine Dorion qui sont sortis forts contre son désir de virage pour un parti de gouvernement, là. Donc, c'est un peu un pied de nez à Catherine Dorion aussi, là. Catherine Oui, Dorion un petit mot, m'a Nicolas? écrit personnellement lorsque j'ai écrit mon article pour oui? me dire d'ailleurs qu'elle ne faisait pas partie de cette gang-là, qu'elle a seulement écrit la lettre, pas écrit la lettre, mais signé la lettre. Donc, On a comme l'impression que c'était son style. Exactement. Pourtant, On a l'impression, mais depuis ce temps-là, elle ne co-signe plus aucune des lettres qui sont sorties. Bien. Parlons d'un événement rare à l'Assemblée nationale. On a vu un kéfier, hein, ce foulard palestinien dans le cou de Ruba Gaza qui a revendiqué son kéfier. Geneviève, tu nous parles de ça. Ça a quand même été interdit dans d'autres endroits, notamment, je pense, en Ontario. Oui, exactement. Donc, la députée solidaire Ruba Gazal qui, mercredi, arborait fièrement là, son kéfier, c'est ce foulard qui est avec des carreaux noirs et blancs, là, puis qui symbolise là, la cause palestinienne. Elle en a profité pour dénoncer donc l'ouverture du bureau du Québec en Israël et même pour accuser le gouvernement de s'associer à de potentiels criminels de guerre, hein, parce que je vous rappelle que la Cour internationale pense à émettre des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Netanyahou, donc pour crime de guerre. Donc, ironiquement, cet événement-là s'est produit sous les yeux de qui? Le président de l'Assemblée législative ontarienne, qui vient tout juste, lui, d'interdire donc le port de ce vêtement-là. Symbole fort, oui, c'est oui, ça. en chambre. Fait intéressant, vérification faite auprès de la présidente, de notre présidente ici de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Elle n'a pas eu à se positionner sur cette question-là puisqu'aucun parti politique n'a formulé de plainte. Donc, on verra. Hein, peut-être que ça viendra. Mais pour le moment, donc, il est permis donc, à l'Assemblée nationale du Québec de le porter puisque personne n'a levé la main pour dire pour se plaindre de ça. Là. Puis c'est un symbole culturel, c'est pas un symbole religieux. Hein? N'est-ce pas? Oui, Nicolas, tu dis? Oui, puis s'il y en a une qui peut se permettre de le porter, c'est bien Ruba Gazal, qui est originaire de la Palestine, donc ça serait difficile de venir... Palestinienne du Liban, hein, je pense. Oui, mais néanmoins, tu sais, qui est palestinienne, donc qui représente bien ça. Et d'un autre côté, Ruba Gazal est une souverainiste québécoise assumée. Si un modèle d'intégration au Québec, c'est bien Ruba Gazal d'une certaine façon, qu'elle se présente avec ça et qu'elle vienne avec cet aspect culturel rappeler un peu ses origines, mais aussi démontrer son appui à la Palestine. S'il y en a une qui pouvait se le permettre, c'est bien elle. Ça a créé des malaises dans les autres partis, j'ai l'impression. Mais pourquoi? N'est-ce pas, Geneviève? Oui, mais on aime tellement ça, parler d'habillement à l'Assemblée nationale. Hein? Je vous rappelle le coton ouaté de Catherine Dorion, les Doc Martens, les jeans et les espadrilles blancs de Sol Zanetti. Alors, on verra. Peut-être qu'on en aura parlé sous peu si ça se reproduit. Et Parlons d'économie. C'est pas un signe religieux, oui. c'est pas un signe religieux comme tu as bien souligné, là, Antoine. Là, c'est un signe culturel. Donc, mais certains disent un signe associé à des groupes terroristes, mais bon. C'est peut-être plus la cause. l'affaire. Oui, c'est plus la cause palestinienne dans son ensemble. Je veux qu'on parle d'économie avec Patrick Belrose qui nous dit que Éric Girard, le ministre des Finances, a des espoirs là, pour le prochain mois. Écoute, non seulement lui, mais je pense que tous ceux qui ont une maison ont un espoir pour les prochains mois. Donc, Éric Girard, avant d'être ministre des Finances, était banquier. Il y aura un esprit de financier et on l'a questionné à savoir, écoutez, est-ce que la baisse de l'inflation au Canada et au Québec aussi, est-ce que c'est bon signe? Et il dit, là, c'est un paquet de termes que je ne vais pas répéter ici parce que je vais me fourvoyer, mais il dit, grosso modo, tout est en place pour une baisse du taux directeur dès le mois prochain, donc de 25 points de pourcentage
de base, 27 points de base plutôt. Et donc, ça, on sait très bien que quand d'autres taux directeurs commencent à diminuer, ben les taux hypothécaires suivent par la suite, ce qui va faire du bien à tout le monde qui a besoin de renouveler son taux hypothécaire bientôt, son prêt hypothécaire bientôt. Et ça va faire du bien aussi au gouvernement qui, eux, ont besoin de pouvoir se financer, puis ont besoin d'arrêter de faire des déficits. Peut-être donc, que ça va relancer l'économie. Tout aussi content que nous. Ça peut relancer l'économie, exactement. Je pense que M. Trudeau à Ottawa compte là-dessus beaucoup. Et la rêve. Dans un plus long horizon, François Legault aussi espère bien que l'économie puisse repartir. Il nous reste à peu près 2 minutes. J'aimerais avoir, parce qu'il y a plein de conseils généraux, conseils nationaux en fin de semaine. Geneviève, toi, tu vas être au conseil de la Coalition Avenir Québec à Saint-Hyacinthe. Nicolas, tu vas être à Québec solidaire à Jonquière. Patrick, tu n'es pas en fin de semaine je suis à la CAQ aussi avec Geneviève, oui. Ah, tu es à la CAQ toi aussi. Donc, dites-moi si vous aviez une prédiction à faire sur tous ces conseils-là, parce qu'il y a les libéraux aussi à Bromont, là. On commence par toi, Geneviève. Ben moi, je vous dirais que la cassette ou, si vous préférez, la langue de bois sera au menu à la CAQ, évidemment, parce qu'il n'est même pas question de conférence de presse, parce que c'est une seule journée, donc c'est samedi toute la journée. Il n'est même pas question de conférence de presse du premier ministre comme habituellement, c'est la norme. Au terme du Conseil général, on aura le droit à une mêlée de presse samedi matin très tôt. Donc, évidemment, il va faire un discours là, devant les gens présents, mais nous, on n'aura pas de conférence de presse avec plusieurs questions au terme. Donc, on s'attend à ce que ce soit comme les dernières semaines ici à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire M. Legault qui va faire très attention à ce qu'il dit pour ne pas, justement, créer lui-même la nouvelle et les controverses. Patrick Belrose, as-tu une prédiction peut-être pour les libéraux, non? Ou peut-être pour la CAQ? Pour les libéraux, en fait, j'ai hâte de voir parce qu'on sait que Jean Charest va être présent. Et quand Jean Charest sort, il y a toujours une nouvelle. C'est que quelqu'un qui est un communicateur quand même tellement habile. J'ai l'impression qu'il nous réserve quelque chose. Les libéraux vont aussi souligner le mandat de Philippe Couillard à titre de premier ministre. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce qui va en sortir. Là, c'est l'occasion pour eux parce que tous les ex-premiers ministres et chefs de parti encore vivants vont être présents. C'est l'occasion pour eux de se rallier et de, disons, lancer la pré-campagne parce que on n'aurait pas pu convoquer les morts, Patrick, quand même. Non, exactement. mais quand même. Il n'aurait trop. On se souvient qu'en 2018, ils étaient absents parce qu'on voulait justement faire une table rase sur le passé. Donc là, c'est l'occasion pour eux de relancer le parti pour la prochaine année avec la campagne à la course à la chefferie qui s'en vient. C'est vrai, c'est bon. Nicolas, à Québec solidaire, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va sauver sa peau? Et on s'attend à un gros week-end. Donc, ça part vendredi soir, ça se termine seulement dimanche après-midi. Plusieurs points de presse, plusieurs instances. Beaucoup de monde sont attendus à Jonquière. Les hôtels sont bondés. Ça sera la fin de la valse des lettres ouvertes, comme j'aime dire depuis aujourd'hui. Parce que depuis des semaines, ça s'échange entre groupes. Entre clans, les lettres ouvertes, là, ils vont s'affronter pour dans l'arène pour la première fois. Tous ces gens-là, depuis le départ d'Émilise Lessard-Terrien et depuis la sortie fracassante de GND qui veut un peu réformer le parti. Donc, qui gagnera? On aura l'heure juste, je pense, à la fin de ce on s'en reparle dans une semaine, les amis, hein? Oui. Je veux que vous reveniez à La Haut sur la colline. Alors, je vous salue. Bonne fin de semaine à tous. Je rappelle que vous êtes Geneviève Lajoie, Patrick Belrose et Nicolas Lachance, les vadrouilleurs du couloir de la colline, les correspondants au bureau parlementaire. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.